Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire destiné à répondre aux questions des professionnels de santé sur la vaccination. Je tiens avant tout à remercier le professeur Alain Fischer d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Professeur, merci. C'est maintenant la troisième fois que vous intervenez sur le territoire du Grand Est pour répondre à la fois aux questions que se posaient les professionnels pour la vaccination de leur public. Et là, aujourd'hui, à destination des professionnels eux-mêmes. Donc, vraiment, merci beaucoup de votre mobilisation. On est dans une période où la campagne de vaccination se poursuit. On a engagé sur le territoire la vaccination par la 3e dose, avec une montée en charge, mais qui est une montée en charge qui est encore assez lente, mais sur laquelle nous continuons aussi à communiquer avec les principaux partenaires. Mais voilà, les professionnels ont manifesté de nouveau, ils se sont manifestés de nouveau auprès de l'ARS avec un certain nombre de questions et il nous paraissait effectivement nécessaire qu'ils puissent échanger aujourd'hui avec vous. Peut-être juste quelques chiffres sur la vaccination des professionnels de santé dans le Grand Est. On a aujourd'hui une très grande majorité des professionnels qui sont vaccinés, puisque chez les libéraux, on a à peu près 97% des professionnels de santé conventionnés qui sont vaccinés. C'est les données dont on dispose. Et chez les salariés des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, nos données sont des données d'enquête, donc elles sont aujourd'hui parcellaires, mais on aurait 95% de professionnels de santé vaccinés. Voilà, donc on est plutôt à des taux élevés. Néanmoins, on voit que les questionnements demeurent et donc je ne serai pas plus longue et je vous laisse la parole, professeur Fischer, pour ce webinaire. Merci encore de votre participation. Merci madame et bonjour à tous. Je pense que le plus important sera de vous donner la parole et que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Donc juste peut-être un propos bref général. Comme vous savez, globalement, la campagne de vaccination en France a porté ses fruits, puisque à ce jour, à peu près 76% de la population, tous âges confondus, a reçu une première dose de vaccination. Et si on considère la population éligible à la vaccination, c'est-à-dire à partir de 12 ans, on est à 87% environ, avec des résultats indiscutables, ne serait-ce que le fait que la 4e vague de la pandémie liée au variant Delta, beaucoup plus transmissible que les variants précédents que nous avons connus cet été, a régressé progressivement. Elle n'est pas encore complètement partie, mais elle a bien régressé. Et c'est la première vague qui régresse sans confinement. Les 3 fois précédentes, il y a eu des mesures assez drastiques, des degrés divers, mais nécessaires pour faire régresser la poussée de la pandémie. Donc le fait que cette fois-ci on y soit arrivé sans recourir à ces mesures extrêmes démontre, si c'était besoin encore de le démontrer, l'efficacité de la vaccination. Donc là, ça ce sont des points de satisfaction partagés avec le fait que ce sont des résultats assez comparables avec les pays voisins de la communauté européenne, donc vos voisins directs, l'Allemagne, qui sont un tout petit peu en dessous de nous d'ailleurs, la Belgique, les Pays-Bas, mais au sud, les Italiens, les Espagnols ont fait un tout petit peu mieux que nous, les Espagnols notamment un petit peu mieux, notamment sur un point, qui sont là où nous ne sommes pas tout à fait là où on devrait être, les points de faiblesse ou les points de vigilance, on peut les appeler ainsi, sont la vaccination des personnes âgées de plus de 80 ans, parce qu'il y a encore 13,5%, disons, des gens âgés de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés du tout. Or, on sait que ce sont les personnes les plus vulnérables, celles qui sont susceptibles de faire les formes les plus sévères et de mourir. Comme vous savez, leur facteur de risque est atteint plus de 10% de risque de décès en cas d'infection. Aussi, une fraction variables, mais de personnes atteintes de maladies chroniques de tous ordres, qui sont aussi des personnes en situation de vulnérabilité, notamment, on peut penser aux personnes en situation d'obésité, où il y a encore 17-18% de personnes non vaccinées, et on sait que c'est à nouveau un groupe de personnes à risque. Et un 3e groupe plus difficile à définir, qui sont sur des facteurs cette fois-ci plus d'ordre sociaux, des précaires, et surtout des très précaires, mais dans les 2 groupes, et aussi, on sait, même si les chiffres sont moins précis, qu'il y a un déficit de vaccination et que donc il convient de poursuivre les efforts les plus importants possibles de vacciner ces groupes de personnes, même s'ils sont plus difficiles à atteindre
que ne l'était le reste de la population. Donc à travers toute une série de mesures, comme on dit aujourd'hui, d'aller vers ces personnes, des médecins, des infirmiers chez les personnes âgées, ou trouver des moyens qu'elles puissent se déplacer vers un lieu de vaccination et ainsi de suite, des bus mobiles pour aller au pied des tours dans les cités, etc. etc. Là, il reste un point vraiment important d'action nécessaire pour aller plus loin et éviter que l'on ait de nouvelles poussées d'hospitalisation qui seraient liées à l'infection de ces personnes qui représentent quand même, ces trois groupes-là, c'est à peu près 2-3 millions de personnes en France. Donc c'est pas tout à fait négligeable. Et puis à côté de ça, je pense que vous avez des questions sur ce point. Il y a le début des rappels qui concernent, comme vous le savez, les plus de 65 ans, les personnes fragiles, les professionnels de santé, donc en raison de l'exposition. Et il faut 6 mois d'écart d'intervalle avec la vaccination initiale. Ça concerne aussi les proches des personnes immunodéprimées afin de mieux protéger les personnes qui, en raison d'une très forte immunodépression, ne répondent pas ou pas bien à la vaccination. Et puis, ça concerne aussi les personnes, alors c'est pas exactement un rappel, mais qui ont été vaccinées initialement par une dose de Janssen, dans la mesure où ça n'apporte pas une protection aussi bonne que les autres vaccins, notamment les vaccins ARN. Donc cette campagne a débuté et a besoin d'être amplifiée, et je pense qu'on va, j'imagine, en parler à travers les questions. Donc voilà, c'était mon petit propos introductif. Et bien sûr, je vais essayer, dans la mesure du possible, de répondre à toutes les questions que vous vous posez, sur les interrogations qu'on peut encore avoir sur la sécurité de ces vaccins, sur le sérieux avec lesquels ils ont été préparés, la nécessité, si on n'est pas très âgé et sans facteur de risque quand même, de se vacciner. Toutes ces questions, les accusations que l'on entend sur les vaccins qui rendent stériles, perturbent le fonctionnement des glandes endocrines, etc., etc. Donc on peut revenir sur tous ces points, bien sûr. Voilà, je suis à votre écoute. Pas de questions. Aïe, aïe, aïe. Non, si, peut-être, moi je peux continuer à élaborer entre-temps. Ah oui, il y a un petit peu de décalage. Ah, il y a un peu de décalage. En gros, là, ils vous entendent de finir de parler. D'accord. Ah, voilà. Alors, première question. Les soignants non vaccinés maintenant n'hésitent plus. Ils ont pris leur décision, calculé le bénéfice-risque. Ils ont des problèmes de santé, allergies ou autres, femmes enceintes ou allaitantes. Voilà, attendez. Je vais juste... Je vais demander à la première personne de reformuler alors sa question parce que du coup on la comprend pas très bien. Je vais passer à la question suivante. Comment sera organisée la campagne de rappel pour les salariés ? Alors, l'organisation de la campagne de rappel, elle suit les mêmes canaux que la primo-vaccination, mais avec une réorientation progressive vers la façon classique. La façon classique de vacciner hors épidémie, mais il reste des centres ouverts en nombre décroissant. Madame Quéré, je ne sais pas, éventuellement on pourrait faire le point dans votre région. Et de façon croissante, il sera possible de recevoir son rappel chez son médecin, chez son pharmacien, par un infirmier, une sage-femme, en sachant que les vaccins ARN qui sont utilisés pour le rappel, pour l'instant officiellement, il n'y a que le vaccin Pfizer qui a l'autorisation de l'Agence européenne du médicament, mais le vaccin Moderna devrait suivre dans un intervalle de temps pas très long. Et donc, mais aujourd'hui, ça a été difficile parce qu'il y a des contraintes logistiques complexes, mais il est maintenant possible pour les médecins de commander, ou les pharmaciens, de commander du vaccin Pfizer, et donc il est possible, et Moderna c'était déjà le cas avant, il sera possible de recevoir son rappel, si on le souhaite, chez son médecin traitant, chez son pharmacien, ou en centre, ou je répète, éventuellement auprès d'un infirmier. Donc toutes les possibilités existent. Je pense que c'est à chacun de se déterminer en fonction de ce qui est le plus commode pour soi. Voilà, donc il n'y a pas de choses extraordinairement spécifiques. Je rappelle que la règle, c'est d'attendre 6 mois après la fin de la primo-vaccination. Pourquoi ces 6 mois ? Ça repose sur des données connues en vaccination, donc en immunologie.
ça permet, avec ce délai de temps, de restimuler de façon massive les cellules mémoire du système immunitaire qui ont été initiées et activées 6 mois plus tôt, de leur permettre de s'expandre, de produire des quantités très importantes d'anticorps. Et on sait, les premières données indiquent que c'est le cas, que les personnes qui ont reçu un rappel, si on regarde leur taux d'anticorps par exemple 1 mois après le rappel, il est de l'ordre de grandeur 10 fois supérieur en moyenne à ce qu'il est 1 mois après la primo-vaccination. Alors déjà, on était content des titres d'anticorps obtenus 1 mois après la primo-vaccination, mais imaginez que c'est 10 fois plus élevé. Donc, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, attendue, mais c'est toujours bien d'en être certain. Alors, la question suivante sera de voir quelle est la cinétique de décroissance. Il y a toujours une décroissance, évidemment, de la réponse immunitaire, mais on part de très haut. Donc, partir de très haut, c'est penser que le niveau de protection va être encore supérieur à celui qui était conféré par la primo-vaccination. Donc, je vous rappelle qu'en gros, je donne les chiffres en brut, la primo-vaccination protège jusqu'à 6 mois à 90-95% contre le risque d'infection grave et à un degré moindre, mais variable en fonction des enquêtes, 40-60% contre l'infection stricto sensu. Mais la protection contre les infections graves persiste, commence à s'effriter un petit peu pour les personnes âgées de plus de 65 ans après 6 mois, d'où l'indication des rappels pour les personnes les plus âgées et les personnes fragiles d'une manière générale. Alors, la première question. Non, pas encore. Okay. À quand la vaccination des moins de 12 ans ? Alors, on passe à l'autre extrême en âge. Les 5. Alors, on a. Je pense que vous posez la question parce que le laboratoire Pfizer a publié il y a une quinzaine de jours maintenant un communiqué de presse indiquant que dans une étude clinique où ils ont testé leur vaccin à des doses diminuées par rapport aux doses administrées à l'adulte, jusqu'à 10 fois moins, ce qui est logique compte tenu de l'âge. Ce vaccin est efficace pour protéger contre la maladie, évidemment la maladie grave, mais enfin il y a très peu de cas à cet âge-là, et de façon sûre, et ils ont testé cela chez 2000 enfants contre 2000 qui ont reçu un placebo, donc c'est un résultat qui laisse penser que ce vaccin pourra être utilisé, si nécessaire, pour vacciner les jeunes de 5 à 12 ans. Néanmoins, nous n'avons pas encore vu les résultats, les données scientifiques, des publications par exemple, et les autorités réglementaires, donc l'Agence européenne de médicaments en ce qui nous concerne, ne s'est pas encore prononcée. Bon, il y a tout lieu de penser que lorsque ce sera le cas, leur avis sera favorable. Bon, à ce moment-là, est-ce qu'il faudra mettre en pratique cette vaccination ? Il faut mettre dans la balance l'utilité du vaccin par rapport aux risques. Bon, les risques sont probablement extrêmement faibles, mais il faut toujours être prudent. Il y a quelques cas de myocardite chez les adolescents. D'ailleurs, on aura des données sûrement des États-Unis entre-temps parce que les Américains commencent la vaccination des 5 à 11 ans. Ça sera intéressant d'avoir leurs données. Donc, quels sont les critères sur lesquels on pourra se déterminer pour décider de vacciner ou non les enfants âgés de 5 à 11 ans? C'est au moment où donc cela sera possible sur le plan réglementaire. Quelle est la fréquence avec laquelle les enfants sont infectés? Combien il y a d'enfants hospitalisés? Y a-t-il un retentissement de l'infection chez les enfants dans cette classe d'âge sur leur vie scolaire, dont on sait que c'est un problème si on est amené à fermer des classes? Ça dépend des critères de fermeture, mais dans le contexte des critères de fermeture de classes existants actuellement, et aussi d'une manière générale, quel est le taux d'incidence, quelle est autrement dit la circulation du virus dans la population, en sachant que donc les bénéfices potentiels pour les enfants, c'est d'éviter les quelques rares formes graves, il y en a quelques-unes, pas beaucoup. C'est si on était encore en situation où il y ait des fermetures de classe ou des privations d'activités extrascolaires, le retentissement scolaire, psychologique, voire parfois psychiatrique, comme on l'a observé plus tôt lors des confinements chez les enfants de cette situation. Et s'il y a une circulation virale élevée, évidemment, on a aussi envie de vacciner les enfants pour accompagner la diminution de la circulation virale. Donc en fonction de tous ces critères, la décision pourra être prise en temps et en heure, donc dans un petit nombre de mois. On verra. Je ne sais pas aujourd'hui. Alors, rappel avec Moderna, alors que 2 premières doses Pfizer, est-ce possible ? Alors on sait que la vaccination hétérologue entre 2 vaccins ARN est efficace. Pour l'instant, je rappelle qu'officiellement, en principe, on ne doit utiliser que le Pfizer parce que le Moderna n'a pas encore reçu l'autorisation réglementaire. Le Moderna propose que pour son rappel, on utilise une dose 2 fois moindre que la dose de vaccination initiale. C'était 100 microgrammes d'ARN
dans le vaccin initial, là, ça serait plus que 50. Pour Pfizer, c'était 30 et ça reste 30. Je pense qu'il sera possible de mixer les deux. Cela dit, c'est aussi pas mal éventuellement de rester avec le même vaccin pour la primo-vaccination et le rappel. Bonjour, nous devons vacciner tout en donnant une information éclairée. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de retour exposant les catégories à risque. Alors, il y a quand même beaucoup de données, donc il y a un moyen de s'informer de diverses manières, et en particulier sur les sites, le site du ministère de la Santé, le site de Santé publique France. Il y a aussi des sites, le site de, comment ça s'appelle, mesvaccins.net et d'autres. C'est pas une liste exhaustive, et des publications scientifiques par ailleurs qui indiquent très clairement quels sont les facteurs de risque de Covid. Et on sait que le facteur de risque numéro 1 de forme grave de Covid, c'est l'âge, de très très loin. Il y a une augmentation exponentielle du risque en fonction de l'âge, avec, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, les personnes âgées de plus de 80 ans, si elles contractent la maladie, ont un risque de 10% de mourir, ce qui est quand même considérable, alors qu'un enfant de 5 ans, il a un risque infime, par exemple. Ensuite, à côté de l'âge, il y a une série de situations médicales qui sont des facteurs de risque non négligeables. Il y en a une très particulière qui est un risque important, qui est la trisomie 21, pour des raisons qui ne sont pas bien comprises, mais les personnes atteintes de trisomie 21 sont très vulnérables à l'égard du Covid. Ensuite, il y a l'obésité importante, il y a le diabète, il y a dans une moindre mesure les maladies cardiovasculaires, les cancers en cours de traitement, alors surtout les cancers du sang, ce qu'on appelle les leucémies et les lymphomes, plutôt que les tumeurs solides, les situations de patients qui ont été traités par des médicaments immunosuppresseurs en raison de maladies auto-immunes, s'il s'agit de traitements très agressifs, notamment l'utilisation d'anticorps qui détruisent les lymphocytes B, qui sont utilisés pour lutter contre des auto-anticorps, mais en détruisant les lymphocytes B, évidemment, on réduit la réponse immunitaire. Il y a encore les sujets transplantés d'organes, qui sont fragiles, qui répondent pas bien à la vaccination. Donc on a comme ça toute une liste, qui sont des listes publiées de maladies avec des degrés plus ou moins importants, qui sont assez bien connus, de facteurs de risque, qui font que ces personnes ont plus de risques de faire une maladie grave, d'être hospitalisées, d'aller en soins intensifs, voire de décéder. Que pensez-vous de l'efficacité de vaccins nécessitant 3 doses en 9 mois? A priori, oui, j'imagine que l'idée, c'est j'ai eu 2 vaccins et puis après, 6 mois après ou 7 mois après, j'ai besoin d'un rappel. C'est ça l'idée. Je l'interprète comme cela. Il faut être pragmatique. Il faut quand même dire d'abord que les vaccins ARN, et même les autres, ont donné des résultats quand même qui sont excellents, puisque, encore une fois, protection sur tous les points, tous les paramètres de plus de 90%, c'est un très très bon résultat. Bon, c'est beaucoup mieux que le vaccin antigrippal, et pourtant on a envie, il faut utiliser le vaccin antigrippal, mais c'est beaucoup mieux. Maintenant, on ne sait pas encore très très bien quelles sont les durées de protection conférées. Pour les personnes en bonne santé, âgées de moins de 65 ans, on n'a pas pour l'instant de signe de déclin de la réponse immunitaire, donc il est possible que le rappel n'ait lieu que dans encore un certain nombre de mois. Pour les personnes plus fragiles qui ont un système immunitaire, comme on dit, immunosénescent, donc qui s'affaiblit avec l'âge et avec le temps post-vaccinal, le fait de devoir faire un rappel, ce qui est une mesure de prudence sage aujourd'hui, est légitime, et ça ne dévalue en rien ces vaccins, qui ont sauvé beaucoup de vies déjà. Faut-il une dose de rappel chez une personne de plus de 65 ans qui a fait le Covid et a une dose de vaccin après l'infection? Alors la réponse est oui. On considère que l'infection vaut une dose de vaccin. À vrai dire, c'est mieux qu'une dose de vaccin, mais ça vaut une dose de vaccin, en gros. Donc quelqu'un qui a été infecté puis a eu une dose, comme c'est préconisé, il est raisonnable que cette personne ait une nouvelle dose 6 mois après la seconde dose. Enfin, la seconde dose, c'était pas la seconde dose, c'était la première dose puisqu'il y a eu l'infection. Mais la règle est la même. Bien. Bientôt la 3e dose, ensuite une 4e, 5e, jusqu'à combien comme ça? Écoutez, je ne sais pas, mais on peut faire une analogie avec la vaccination antigrippale.
pour la grippe, pour les personnes fragiles, donc à peu près les mêmes, c'est les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes atteintes de comorbidité qui sont à peu près les mêmes que pour le Covid, mais en plus, ce qui n'est pas le cas pour le Covid, les femmes enceintes. Les femmes enceintes peuvent être vaccinées, doivent être vaccinées contre le Covid, mais par contre, elles n'ont pas besoin de rappel pour l'instant. Mais donc chaque année, si je reste sur la grippe, toutes ces personnes, elles n'ont pas toutes le vaccin, mais il est préconisé pour toutes ces personnes, et c'est chaque année. Et donc quelqu'un qui a aujourd'hui 75 ans, s'il a respecté les consignes, il en est à sa 10e dose de vaccination antigrippale, et c'est une très bonne chose. Ces piqûres, ça prend 1 minute, les effets secondaires immédiats sont très légers, on peut avoir un peu de fièvre, on peut avoir un petit peu mal au bras, mais ça passe. Et en plus, chez les personnes âgées, les réactions immédiates au vaccin sont très très faibles en moyenne, et c'est une protection qui sauve la vie. Donc je pense qu'il faut considérer que c'est une chance et non pas un fardeau de pouvoir recevoir un vaccin régulièrement comme celui de la grippe. Qu'est-ce qu'il en sera pour le Covid ? Je n'en sais strictement rien aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire de prédiction sur la fréquence avec laquelle il sera nécessaire ou pas de faire des rappels. Il est possible qu'avec le temps, le virus s'atténue, une espèce d'adaptation à l'espèce humaine, et comme c'est le cas d'autres coronavirus qui sont responsables de rhumes banaux, mais qui ont peut-être été très pathogènes, très virulents il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 10 000 ans, il n'est pas exclu qu'il se passe la même chose avec le Covid, et dans ce cas-là, il n'y aura plus besoin de vacciner. On verra. Que penser des derniers résultats du réseau Aubépine ? Aubépine, c'est sur les eaux usées. C'est une façon de suivre les clusters, qui n'est pas inintéressante, donc il faut prendre en considération, mais à côté de toutes les statistiques que l'on connaît, qui permettent de suivre au quotidien et partout en France, dans tous les départements, toutes les villes, etc., le nombre de cas positifs détectés, le nombre d'hospitalisations, etc., etc. Donc on a toute une série de paramètres qui permettent de suivre de façon extrêmement précise l'évolution de l'épidémie. Et de fait, la surveillance des eaux, donc, qui a un intérêt de localiser éventuellement un tout petit foyer de la cluster, comme on dit, de l'infection. Mais les données sont très convergentes des données que j'ai bien évoquées concernant l'identification des cas, ou les hospitalisations, ou les consultations, ou les visites aux urgences des hôpitaux. Enfin, tous ces paramètres permettent de suivre de très très près l'évolution de l'épidémie. C'est comme ça qu'on voit que ça diminue, même si actuellement la diminution se fait un peu plus lentement qu'il y a 15 jours, mais on voit que le nombre de cas continue à diminuer quotidien, le nombre de personnes hospitalisées est le plus bas depuis maintenant assez longtemps, et ainsi de suite. Quid du rappel chez un immunodéprimé qui a fait le Covid et une dose de vaccin ? Faut-il un rappel ou pas ? Oui, a fortiori, je dirais plus une personne immunodéprimée, plus il faut chercher à stimuler son système immunitaire. Là, c'est une des rares circonstances où il est justifié de regarder, de tester le titre d'anticorps neutralisant. Donc, il faut faire un test quantitatif d'étude des anticorps anti-spike, parce que malheureusement, certaines personnes immunodéprimées ne répondent pas à la vaccination, même à 3 doses. Même voire, ça a été testé chez des sujets transplantés d'organes, de reins notamment, 4 doses. Et c'est important de le savoir, parce que ces personnes, évidemment, ça veut dire qu'elles sont moins bien protégées que les autres, ce qui a plusieurs implications. La première, c'est que les personnes de leur entourage, même si elles n'ont pas 65 ans, même si elles ne sont pas malades, doivent recevoir, et c'est possible dès maintenant, un rappel pour protéger indirectement la personne très immunodéprimée. Et l'autre conséquence, c'est qu'il devient possible progressivement de protéger ces personnes avec une immunothérapie passive. C'est-à-dire, s'ils ne savent pas faire les anticorps, on leur apporte des anticorps. Sous forme d'anticorps monoclonaux, ça commence à se mettre en place pour les personnes. C'est vraiment la minorité des sujets très, très immunodéprimés. C'est un relativement petit nombre de personnes. Enfin, c'est quand même en France quelque part entre 50 000 ou 100 000 personnes qui pourront bénéficier d'une injection d'anticorps tous les mois, par exemple, le temps nécessaire jusqu'à ce que l'infection soit mieux contrôlée et les mettre à l'abri. Donc il est important d'essayer de les protéger par la vaccination, de savoir si c'est efficace et de s'adapter à ce résultat. Alors, 3e dose chez femme enceinte soignante à 6 mois. Oui, non, je comprends. Est-ce que les femmes enceintes sont éligibles à un rappel ? On considère, alors je reprends, est-ce que les femmes enceintes sont éligibles à la vaccination tout court avant ?
parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour des femmes enceintes. On sait maintenant, on a le recul suffisant depuis plusieurs mois pour dire, que le Covid est une maladie dangereuse pour les femmes enceintes. Il est dangereux parce qu'en fin de grossesse, au moment où donc, le bébé occupe une part importante de l'abdomen, ça fait pression sur les poumons, et que si, par malchance, une femme contracte le Covid à ce moment-là, elle peut se retrouver en situation d'insuffisance respiratoire plus vite que si elle n'était pas enceinte. C'est particulièrement le cas des personnes avec comorbidité, par exemple une obésité, mais même des personnes en très bonne santé peuvent faire un Covid sévère pendant la grossesse, en fin de grossesse. Par ailleurs, l'infection virale a des conséquences pour le bébé, même si le virus ne passe pas la barrière placentaire, mais il affecte les vaisseaux qui nourrissent le bébé au niveau du placenta, si bien qu'on sait que le Covid provoque des fausses couches, provoque des prématurités, provoque ce qu'on appelle les retards de croissance intra-utérin, c'est-à-dire que c'est des bébés qui naissent à terme mais qui sont plus petits que normal, et aussi des complications obstétricales au moment de l'accouchement, c'est quelque chose qu'on appelle le placenta prévia par exemple. Et donc il y a un vrai risque. Donc est-ce que la vaccination est efficace? Oui, elle protège les femmes contre ces risques. Est-ce qu'elle comporte un danger? La réponse est non, parce que encore une fois, ni pour la maman ni pour le bébé. Pour le bébé, le vaccin ne franchit pas la barrière de placentaire. Au passage, il permet au bébé de commencer à faire des anticorps. Il naît avec des anticorps et il est protégé pendant les premiers mois de vie, de façon passive, grâce à l'immunisation de sa maman. Il n'y a eu absolument aucun cas observé, enfin de surnombre, soit de fausses couches. Ça a été étudié très très précisément. Il n'y a pas plus de fausses couches chez les femmes vaccinées. Il n'y a pas plus de malformation de bébés, etc. Il n'y a absolument rien, même si je sais que malheureusement sur les réseaux sociaux circulent des fausses informations qui disent le contraire. C'est juste totalement faux. Donc je me permets d'insister sur l'importance de la primo-vaccination des femmes enceintes dès le début de la grossesse. Il n'y a pas de raison d'attendre. Autant les protéger tout de suite. Ça, c'est le premier point. Alors, en ce qui concerne les rappels, nous pensons que pour l'instant, il n'y a pas d'indication de rappel pour une femme enceinte, même si elle a été vaccinée il y a plus de 6 mois, parce que la femme enceinte a un système immunitaire qui fonctionne très bien, donc elle n'a pas une vulnérabilité immunologique qui nécessiterait de pousser un peu plus son système immunitaire. Voilà. Les patients qui ont présenté la Covid, symptomatiques ou non, et qui ont eu une vaccination avec une seule dose, relèvent-ils aussi d'un rappel? Oui, s'ils ont les critères définis plus haut, c'est-à-dire l'âge, plus de 65 ans, ou bien comorbidité, ou bien donc, par ailleurs, si ce sont des personnes qui vivent à proximité, dans l'entourage, le foyer d'une personne immunodéprimée. Alors, que pensez-vous de l'honnêteté, de la fiabilité et de la moralité de Pfizer? Je vais généraliser la question parce qu'il n'y a pas de raison d'être plus spécifique sur Pfizer que n'importe quelle industrie pharmaceutique. Mais il n'y a pas non plus de raison d'être spécifique sur le vaccin. Notre santé, dans le système est ce qu'il est, on peut le critiquer si on le souhaite, mais notre système de santé repose en grande partie sur l'utilisation de médicaments de tous ordres. Ça va de l'aspirine aux médicaments anticancéreux, aux anticoagulants, aux antibiotiques, enfin bref, je ne vais pas énumérer tous les médicaments, des médicaments pour certains innovants qui ont été mis au point il y a très peu de temps, y compris des traitements extrêmement sophistiqués pour un certain nombre de maladies, et ils sont tous produits par l'industrie pharmaceutique. Alors, si on pense que l'industrie pharmaceutique n'a pour but que de gagner de l'argent aux dépens de la population, si on veut être logique dans cette façon de penser, qui n'est pas entièrement fausse, mais qui n'est quand même pas entièrement juste, donc là, je vais y revenir dans un instant, ça veut dire qu'on ne peut prendre aucun médicament. Et il n'y a rien de spécifique au vaccin là-dedans. Les industriels font des bénéfices en vendant des traitements anticancéreux qui pour certains coûtent très très cher, je peux vous dire. Il n'y a absolument rien de spécifique au vaccin qui coûte plutôt beaucoup moins cher que n'importe quelle thérapeutique. Ensuite, on peut critiquer, et on a parfaitement le droit, ça m'était arrivé dans le passé, de critiquer certains aspects économiques de l'industrie pharmaceutique, mais on a besoin d'industrie pharmaceutique. Parce que si on regarde comment ça se développe un vaccin, ou d'ailleurs un médicament, il y a une phase qui est du domaine de la recherche, qu'on dit académique, c'est-à-dire qui est fait dans les universités, en France au CNRS ou à l'INSERM, et dans d'autres pays dans des structures équivalentes, et des fruits de cette recherche peuvent être initiés des découvertes qui pourraient se traduire dans le développement d'un médicament ou d'un vaccin. C'est là qu'intervient l'industrie, parce que ce sont eux qui ont la compétence,
que n'ont pas les pouvoirs publics et les structures publiques de recherche, chacun son métier, et eux, ils ont la compétence de développer dans des conditions de sécurité de production, notamment de produits biologiques, comme c'est le cas des vaccins. Ils ont la compétence et les moyens financiers de tester à très grande échelle l'efficacité et la sécurité des médicaments. Je vous rappelle que les vaccins ont été testés sur des dizaines de milliers de personnes avant d'être commercialisés. Donc on a absolument besoin de l'industrie pharmaceutique. On peut critiquer l'industrie pharmaceutique de la même manière qu'on peut critiquer tous les aspects de notre vie collective, sociale, politique, etc. Mais l'industrie pharmaceutique est un partenaire qui a des compétences, qui est incontournable et sans lesquelles il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de vaccination. Donc voilà, je pense que ça répond à votre question. Alors, une personne qui a été vaccinée, première dose, et qui a contracté le virus dans la semaine qui suivait, doit avoir son rappel quand ? Quand doit-elle avoir son rappel ? Alors, quand l'événement infectieux qui arrive, puisque au tout début, après le vaccin, on n'est pas protégé encore très peu, si l'infection est survenue très tôt après le vaccin, il faut faire une deuxième dose, et ce n'est pas encore le rappel, c'est encore la primo-vaccination. Et donc le rappel interviendra 6 mois après cette seconde dose. Pourquoi vacciner quelqu'un qui a eu la Covid et a un bon taux d'anticorps vérifié par prise de sang ? Parce qu'à l'échelle d'un individu, sauf dans les situations particulières que j'évoquais tout à l'heure, des gens très immunodéprimés, où on peut avoir des taux nuls, mais à l'échelle d'un individu immunocompétent, on peut avoir toutes sortes de résultats entre 0, ça arrive, et beaucoup d'anticorps. Évidemment, on peut penser que beaucoup d'anticorps est a priori protecteur, mais on n'a pas une corrélation stricte entre ce taux d'anticorps déterminé à l'échelle d'une personne, je ne parle pas des études de recherche sur des groupes de personnes, et l'efficacité et la protection. Donc c'est une fausse sécurité, donc il vaut mieux ne pas se faire tester les anticorps. Moi je peux vous dire que je n'ai pas fait tester mes anticorps jamais depuis le début de la vaccination. Je ne sais pas combien mon titre d'anticorps, mais je ne m'en préoccupe pas parce que c'est pas ainsi qu'aujourd'hui, peut-être qu'un jour on aura ce qu'on appelle ces corrélats de protection, donc on pourra dire j'ai tel type d'anticorps, donc je sais que je suis protégé à 80%, 90%, 95% contre la maladie, etc. Mais aujourd'hui on ne peut pas déterminer cela, donc ça sert à rien. Pourquoi ne voir que le vaccin comme unique solution alors que des traitements existent, confèrent d'autres pays ? Pourquoi une telle obsession ? Alors, je pense que c'est une mauvaise perception de la réalité. Il y a 3 façons de combattre le Covid, et les 3 sont utilisés avec les outils dont nous disposons. Quels sont ces 3 outils ? Le premier, ce sont toutes les mesures barrières, les choses que chacun connaît et qu'il importe continuer à respecter pour l'instant, le port du masque, le lavage des mains, l'aération des pièces, ce genre de choses qui sont indispensables et qui limitent l'épidémie. La deuxième, c'est la vaccination, je n'en parle pas plus. La troisième sont les thérapeutiques. Il est faux de considérer que les thérapeutiques ne sont pas utilisées. Le problème est qu'il y a eu malheureusement beaucoup de bruit autour de certains médicaments, chloroquine, ivermectine et quelques autres, le zinc, les vitamines ou que sais-je, où malheureusement certains médecins, certains avec une notoriété médiatique très forte, mais c'est pas pour autant que ce qu'ils disent est juste, ont défendu l'efficacité par exemple de l'hydroxychloroquine. Simplement aujourd'hui on sait de nombreuses études internationales faites partout, en Europe, aux États-Unis, il y a trop d'études même à la limite, ça indique que si je prends l'exemple de l'hydroxychloroquine, que l'hydroxychloroquine ne sert strictement à rien, ne modifie absolument en rien l'infection, qu'elle soit à ses débuts ou à la fin. À tous les stades, ça ne marche pas. Et en plus, on sait pourquoi ça ne marche pas. Si nécessaire, je peux vous l'expliquer dans un second temps. Idem pour tous ces médicaments. Donc, c'est pas toujours si simple de mettre au point les médicaments. Il se trouve que par chance, enfin, c'est pas que de la chance, il y a eu beaucoup d'efforts faits. La vaccination s'est développée très vite, mais vous savez, il y a des exemples de maladies où les vaccins, on les a toujours pas. Si vous prenez le cas du paludisme, où il y a un vaccin qui marche très très mal. Pour le sida, il n'y a pas de vaccin, malgré, je peux vous dire, des efforts de recherche colossaux, des milliards et des milliards investis. C'est le fait des aléas de la recherche scientifique qui fonctionne plus ou moins bien. Pour les médicaments, on a des résultats, mais qui sont moins spectaculaires que la vaccination, c'est vrai, mais il y a des résultats et les choses sont en train de bouger. Le premier résultat qui a été obtenu déjà, ça remonte maintenant à plusieurs mois, c'est de s'apercevoir que les corticoïdes, c'est aussi un médicament déjà connu, font beaucoup de bien aux personnes atteintes de formes graves et sauvent 1/3 des vies des gens atteints de formes graves. C'est insuffisant, mais ça a été quand même un progrès. Ensuite sont apparus, j'en ai déjà dit un mot, les anticorps monoclonaux, donc c'est des anticorps
qui initialement étaient produits par des malades, mais qu'on est capable de resynthétiser au laboratoire. Et l'utilisation de ces anticorps, si on les donne précocement à des personnes à risque de faire une forme grave. Donc, précocement, c'est-à-dire qu'on sait que la personne est malade, on sait qu'elle a un haut risque de faire une forme grave, et bien ces anticorps apportent une protection qui n'est pas parfaite, mais de l'ordre de 80% contre le risque de développer la maladie. Et j'ai évoqué le fait qu'on peut envisager les utiliser maintenant, même en prévention, pour les personnes profondément immunodéprimées. Donc tout ça est insuffisant, mais ce sont quand même des progrès, et des progrès qui ont quand même été effectués rapidement. On n'est pas très loin de voir apparaître les premiers médicaments, les pilules classiques. Il y a la société, le laboratoire pharmaceutique Merck, un médicament qui a été testé et qui semble, on attend les derniers résultats, plutôt encourageants. Et sans doute, dans les semaines qui viennent, on disposera de ce médicament et peut-être d'autres qui aussi pourront être actifs. Alors il faudra le prendre en début de maladie parce qu'après ça ne marchera pas, pour éviter le risque d'une forme grave chez les personnes à haut risque. Donc voilà, il est faux de considérer que la recherche thérapeutique a été ignorée. Alors en plus, imaginez que les laboratoires pharmaceutiques évitent la recherche pharmaceutique alors que c'est une source de gain pour eux, ce serait juste stupide et contre-productif. Donc il y a une recherche thérapeutique, elle a avancé moins vite que la recherche sur les vaccins, il en est ainsi pour le Covid. Si on prend à nouveau l'exemple du sida, c'est l'inverse. Pour le sida, ça a mis un peu de temps, mais au bout de quelques années, on a obtenu des médicaments efficaces, la fameuse trithérapie, qui est toujours utilisée aujourd'hui. Mais par contre, il n'y a toujours pas de vaccin. Ça dépend de la recherche, ça ne se prédit pas. La recherche ne réussit pas toujours. Et quand elle avance, il faut le saluer. Et je crois qu'il faut saluer les grandes avancées obtenues sur les vaccins, telles qu'on l'a observé tout au long de l'année 2020 et 2021. Et encore une fois, vous entendrez parler dans les semaines et les mois qui viennent de nouvelles thérapeutiques. Les vaccins par spray nasal seront-ils acceptés et valables pour reprendre le travail ? Alors pour l'instant, ils ne sont pas au point, mais c'est une approche intéressante et assez logique en plus, c'est d'imaginer de protéger les gens avec juste un spray nasal qui stimulerait l'immunité là où l'infection débute, c'est-à-dire au niveau du nez et de la gorge. Donc c'est très logique. L'intérêt aussi, c'est que ça éviterait les piqûres, donc c'est un double avantage. Donc ce type de stratégie est en train d'être testé, mais pour l'instant, on ne sait pas si elle est efficace. Il y a au moins dans le monde 8 essais cliniques différents qui testent cette stratégie. Mais malheureusement, à la minute, je ne sais pas si l'une ou plusieurs d'entre elles sont efficaces. Si elles sont efficaces, bien évidemment, elles seront utilisées et donc tout à fait validées. Comment expliquer la réticence de certains professionnels de santé à la vaccination ? Bonne question. Heureusement, c'est maintenant un groupe très minoritaire parmi les professionnels de santé. Je rappelle qu'il est difficile de considérer qu'un professionnel de santé ne se protège pas. D'abord, évidemment, pour lui-même, puisqu'il est plus exposé que quiconque dans la population. Et ensuite, on peut difficilement accepter l'idée qu'un professionnel de santé ne prenne pas toutes les précautions pour ne pas infecter les malades dont il s'occupe. Donc, de la même façon qu'il se lave les mains, qu'il met un masque, qu'il respecte toutes les règles d'hygiène que l'on connaît, et on sait à quel point c'est important, eh bien la vaccination, c'est aussi une règle d'hygiène qui évite de contaminer ses patients, et on sait que même si c'est pas parfait, mais que le vaccin réduit la transmission du virus. Donc c'est une justification scientifique indiscutable à une notion éthique qui est la responsabilité, le civisme du soignant par rapport à ces malades. Alors comment se fait-il que tous les professionnels de santé ne suivent pas cette logique ? C'est pas facile à déterminer. Qu'est-ce qu'on entend comme information, comme remarque ? On entend des remarques, je suis jeune professionnel de santé de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, je fais attention, je mets mon masque, je me lave les mains, etc. Donc j'ai pas de risque et je prends pas de risque de contaminer mes patients parce que je respecte toutes les mesures d'hygiène. Sauf que cette remarque n'est pas juste, parce que malheureusement, aucune précaution est parfaite, et même si on est très scrupuleux dans le lavage des mains, dans le port du masque, etc., on peut quand même, une fois de temps en temps, contaminer. Et d'autre part, même si on est jeune, il y a malheureusement quelques personnes jeunes, quelques centaines de personnes jeunes, sans facteur de risque, qui ont fait des formes graves de la maladie, certains sont décédés, et on peut aussi développer ce qu'on appelle un Covid long, c'est que même si on fait une infection bénigne, mais ensuite garder des symptômes de grande fatigue, par exemple, pendant des mois et des mois. Il y a 5-10% des personnes qui ont eu une infection, y compris des jeunes, et ça, c'est pas une caractéristique de l'âge, qui ont ces Covid longs et qui sont extrêmement invalidants.
Donc ces deux arguments, ni l'argument de j'ai pas besoin pour moi et mon malade n'en a pas besoin non plus, n'a pas besoin que moi je me vaccine, ces deux arguments ne sont pas justes. Ce qu'on peut entendre aussi parfois pour des jeunes femmes qui sont sensibles à des arguments, le vaccin rend stérile ou modifie les règles, ce genre de choses, donc je ne veux pas prendre ce type de risque. Alors il faut répondre à ça que le risque de stérilité, c'est juste complètement faux. C'est une fausse nouvelle qui n'est fondée sur absolument aucune donnée scientifique. En ce qui concerne les règles, c'est vrai que transitoirement, chez quelques personnes, le vaccin peut modifier un cycle menstruel, mais un, pas 2, pas 3, pas 6, pas 10, pas 20. Donc c'est une réaction immédiate qui est un peu troublante, mais qui n'a pas d'effet au-delà de ce cycle, qui peut être raccourci ou rallongé, et c'est tout. Donc ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de crainte à avoir pour une jeune femme de se faire vacciner, bien au contraire. Et après, on entend ce qui se dit dans la population générale, les vaccins ont été préparés trop vite, l'ARN messager, on ne sait pas trop si ça ne peut pas se recombiner, modifier le génome de nos cellules et faire que, même s'il ne se passe rien pour l'instant, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, on en aura des conséquences fâcheuses. La réponse à cela, c'est que c'est pour le moins improbable, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que l'ARN qui est administré et détruit est extrêmement fragile. Il faut savoir que l'ARN, c'est une molécule très très fragile, c'est pour ça que les vaccins doivent être conservés, congelés, fait que c'est assez compliqué en termes de logistique. Mais l'ARN dans notre corps, il est détruit au bout de 2-3 jours. Donc c'est pas possible qu'il interagisse, il peut pas rentrer dans le noyau des cellules. Donc ce sont des suppositions gratuites qui ne sont fondées absolument sur aucune réalité scientifique. Bon voilà, je crois que j'ai évoqué les points principaux, me semble-t-il, qui sont évoqués. Et puis en arrière-fond, mais je pense qu'il faut faire attention à cela, un certain nombre de soignants se sentent mal à l'aise dans leur métier, peuvent avoir des plaintes et qui peuvent être justifiées sur les difficultés à leur travail, leurs conditions de travail, et se disent, donc n'ont pas confiance dans les autorités, leurs directeurs d'hôpital ou autres, parce qu'on ne les écoute pas dans les choses qui ne leur conviennent pas. À tort ou à raison, j'en sais rien évidemment, mais ça peut être à raison, pourquoi pas. Et ils se disent, bon, puisque c'est comme ça, puisque je n'ai pas confiance dans les autorités sanitaires, j'étends ça à la vaccination. Donc le message, je dirais que c'est en gros se tromper de combat. Je pense que chacun est légitime dans une démocratie de critiquer et de défendre des points de vue, y compris sur l'organisation du système de soins, sur le nombre de personnes nécessaires à faire fonctionner le système de soins, mais ça n'a rien à voir avec la vaccination. Et c'est pas en s'opposant à la vaccination qu'on fait avancer d'aucune façon, au contraire, puisqu'on bloque le système, on pénalise le système de soins, on fait avancer, on fait progresser l'organisation du système de soins. Je sais que c'est présent en filigrane chez certaines personnes, mais je pense que c'est une erreur de raisonnement, et je pense qu'on peut garder son entière liberté de critique à l'égard encore une fois, de l'environnement de soins dans lesquels ces personnes travaillent, mais tout en se vaccinant. Il ne faut pas mélanger les deux questions. Y aura-t-il des vaccins conçus pour les nouveaux variants, dont le Delta ? Alors, heureusement, le vaccin initial fonctionne en fait bien contre le Delta. C'est très légèrement moins bien contre le virus initial, mais franchement, il protège bien. Néanmoins, sont en préparation des vaccins qui sont fondés non plus sur la spike du Delta, la spike du virus initial, donc disons la souche chinoise Wuhan, mais sont justement fondés sur la spike Delta ou la spike Beta ou des mélanges. Et ces vaccins sont en train d'être testés, peuvent être produits, et s'il y avait besoin, c'est-à-dire si on voulait avoir une évolution de virus, un variant, on pourrait éventuellement les utiliser. Mais c'est pas sûr qu'on n'en ait jamais besoin, on verra. Ok. Si de nouvelles thérapeutiques sortent, la vaccination restera-t-elle obligatoire pour les soignants ? Oui, parce que ce sont des notions complémentaires. L'intérêt de la thérapeutique, évidemment, c'est à un moment donné d'éviter, de réduire le risque de tomber malade, ou bien d'améliorer les symptômes au moment d'une maladie, mais c'est un temps T, ça dure le temps du traitement, donc quelques jours. L'intérêt de la vaccination, c'est que ça protège, pas pendant quelques jours, mais pendant des mois, on en a discuté tout à l'heure, des mois et des mois, peut-être très longtemps. Donc ce ne sont pas des mesures qui s'opposent, ce sont des mesures qui s'associent, qui sont complémentaires. Donc évidemment, la mise au point de thérapeutique ne viendra pas s'opposer à la vaccination. C'est l'un et l'autre. La vaccination pour tout le monde est thérapeutique pour ceux qui en ont besoin.
Si 97% des soignants sont vaccinés, pourquoi opprimer les 3% qui restent en 2021, alors qu'ils étaient aussi en première ligne sans vaccin et presque sans masque FFP2 en 2020 ? Je pense que le terme opprimé me paraît pour le moins fort. On parle de la vaccination. Donc la vaccination, en quoi ça consiste ? Chacun le sait, c'est une injection intramusculaire, ça prend 10 secondes, et il faut le faire 2 fois pour avoir une bonne immunité. J'ai pas le sentiment que recevoir 2 injections de vaccin disons, 1 mois d'intervalle avec un geste aussi banal soit de l'oppression. Parce que pour moi, le mot oppression, il a un autre sens. Malheureusement, il y en a toute une série d'exemples dans un certain nombre de pays. Et je pense qu'il faut garder un sens au mot de qu'est-ce que c'est que l'oppression. Parfois, on a entendu le mot de dictature. Je pense qu'il faut les mots doivent garder un sens et le mot oppression ne s'applique absolument pas à la vaccination, qui est un geste d'une extrême banalité. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Pour la 3e dose des personnels en EHPAD, est-il possible d'attendre le délai de 6 mois pour tous et de regrouper les vaccinations ? Alors, les personnes en EHPAD sont aussi vaccinées au bout de 6 mois. Après, il peut y avoir des questions d'organisation, j'imagine, dans tel ou tel EHPAD, pour faciliter les choses. Donc, je dirais, on peut avoir une souplesse raisonnable sur un intervalle de temps pas trop long, permettant, si ça facilite une vaccination de l'ensemble des personnes dans l'EHPAD, pourquoi pas, mais à condition que, disons, sur 15 jours, mais pas sur 3 mois ou 4 mois. Il ne faut pas faire attendre plus les gens qui ont besoin de ce vaccin. Est-il judicieux de faire une 3e dose à un patient diabétique chez lequel une prostatectomie est prévue ? Oui, absolument, puisque un patient diabétique est à risque. Si une prostatectomie est prévue, ça veut dire qu'il a probablement un cancer de la prostate, ce qui est un 2e facteur de risque, même s'il est moins fort. Donc ça fait 2 raisons de se vacciner et de recevoir un rappel. Patient de 60 ans, 2 semaines après le vaccin Pfizer, douleur thoracique. Cardiologue, péricardite sèche, CRP supérieur à 200, plus élévation des plaquettes. Peut-on faire une 2e dose Pfizer ou Moderna ? Alors, ça, c'est une des circonstances très rares, mais ça existe, que l'on peut, d'effets indésirables des vaccins, c'est dans quelques cas de provoquer des myocardites ou des péricardites qui sont d'évolution rapidement favorable. Aucun cas observé n'est grave. La fréquence des événements, c'est genre un cas pour 50 000 ou un cas pour 100 000 vaccins. Donc c'est très, 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 très peu. Pour ces personnes-là précisément, je pense qu'avant d'envisager le rappel, il faut qu'il soit suivi très soigneusement par un cardiologue. Donc c'est une discussion au cas par cas avec le cardiologue. Mais ce sont des situations exceptionnelles. Pourquoi ne pas reconnaître les vaccins reconnus par l'OMS et plus conventionnels ? Alors, il y a 2 vaccins de ce type. Ce sont les vaccins d'origine chinoise, Sinovac et Sinopharm, qui sont des vaccins effectivement plus conventionnels, c'est-à-dire que ce sont des vaccins fondés sur un virus inactivé. Alors, ils sont pas, on ne peut pas dire que ce soit pas reconnus, ils sont reconnus partiellement, je vais m'expliquer. Alors d'abord, les Chinois n'ont pas demandé d'autorisation d'exportation, enfin d'utilisation de ces vaccins en Europe. Donc, la question sur ce plan ne se pose pas. On ne peut pas les utiliser puisqu'il n'y a pas une autorisation légale. Donc, la question s'est posée pour des personnes venant de l'étranger qui ont reçu ces vaccins chinois. Ce qu'on sait, c'est que ces vaccins chinois protègent, mais ils protègent moins bien que les vaccins dont nous disposons. Moins bien que les vaccins AstraZeneca et Janssen, moins bien que les vaccins Pfizer et Moderna. Donc la recommandation pour une personne qui a eu une vaccination complète par un vaccin chinois, Sinopharm et Sinovac, c'est d'avoir une dose supplémentaire de vaccin ARN, parce qu'on sait que cette combinaison dite hétérologue de vaccination avec 2 types de vaccins différents permet d'avoir une très bonne efficacité. Donc ça permet à ces personnes de récupérer le niveau d'efficacité qu'elle aurait eu si elle avait été vaccinée avec les vaccins disponibles en Europe. En Suisse, les soignants ont la possibilité de choisir entre se faire tester ou se faire vacciner. Pourquoi en France, nous n'avons pas cette possibilité ? Écoutez, c'est bien gentil le test, mais se tester, ça veut dire si on veut être sûr de ne pas être contaminé et contaminant, ça veut dire qu'il faut faire des tests tous les 48 heures. Minimum, on va dire, si on veut être vraiment rigoureux. Est-ce que ça a un sens de se tester tous les 48 heures, sachant en plus ça ne prévient rien, c'est juste ça permet de diagnostiquer et de se mettre en retrait le temps de la négativation du test, mais ça n'empêche pas donc de tomber malade soi-même. Donc c'est une mesure complexe à mettre en œuvre,
pas très agréable, beaucoup moins agréable que la vaccination, incidemment, et moins efficace que la vaccination. Donc je pense que c'est raisonnable de ne pas l'avoir adoptée. Bon, alors là, j'ai beaucoup plus de remarques que de questions. Devons-nous refuser de vacciner une personne de moins de 65 ans n'ayant pas de comorbidité et demandant la dose de rappel à 6 mois? Pour l'instant, oui, il faut lui expliquer que cette personne peut attendre, parce que pour l'instant, elle n'a pas de crainte particulière à avoir, elle est bien protégée, et donc elle attend le moment où ce rappel sera nécessaire. Excusez-moi, Je vous en prie. N'est-il pas intéressant de vacciner les 5 à 11 ans pour augmenter le nombre de vaccinés, pour induire une meilleure immunité collective, en dehors de toute considération de protection individuelle? Alors on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Bon, il faut quand même faire attention. Ce sont des enfants, ce ne sont pas des objets. Et évidemment, il n'est pas question de prendre le moindre risque en vaccinant ces enfants. On a parlé des myocardites, des péricardites, être sûr qu'il n'y en a presque pas, ou si possible pas du tout chez ces enfants, qu'elles ne soient pas graves. Enfin, on ne peut pas se permettre de prendre de risques. Dans l'absolu, on évite les risques, mais on peut accepter un tout petit peu de risque chez quelqu'un de 75 ans, 80 ans, qui a un énorme risque lié au Covid. Chez un jeune enfant où le risque de la maladie est plus faible, il n'est pas nul, on l'a vu, mais il est beaucoup plus faible, on ne peut pas accepter de prendre de risques, quels qu'ils soient. L'argument de dire on va vacciner les enfants pour protéger l'ensemble de la population, c'est un argument à manier avec prudence et limite, comme je viens de l'indiquer. Et donc cet argument, il aurait une certaine valeur s'il y a une très forte circulation du virus. Dans une situation comme la nôtre actuellement, et j'espère qu'elle va durer dans les semaines et les mois qui viennent, avec une faible circulation virale, ça ne me paraît pas raisonnable. On verra ce qu'il en sera donc plus tard. Une norme sérologique commune à tous les labos pour le dosage d'anticorps Covid est-elle disponible, ou le dosage est-il encore en unité arbitraire qui varie selon le laboratoire? Alors, il y a une norme internationale qui a été mise en place, c'est les BAU, et on sait même à certains seuils qui est plutôt protecteur, enfin encore une fois plus collectivement. Donc progressivement, les différents tests et les différents labos se mettent à cette norme internationale. Pouvez-vous revenir sur les raisons de l'inefficacité de l'hydroxychloroquine? Si vous voulez, oui. Alors, l'hydroxychloroquine, elle est capable, au laboratoire, sur des cellules, certains types de cellules, effectivement, de limiter l'infection par le virus. Si on prend certaines lignées cellulaires, on ajoute du virus, et puis on garde, il y a des moyens de compter, le degré d'infection des cellules. Et si on ajoute l'hydroxychloroquine, comme pas que là, il y a au moins une vingtaine de molécules, comme l'hydroxychloroquine, qui limitent cette infection virale. Comment ça marche? C'est parce que la chloroquine s'oppose à une modification du pH, on va être très précis, c'est le degré d'acidité, des petits compartiments de la cellule qui contiennent le virus. C'est-à-dire, quand le virus entre, il faut imaginer, il est entouré de la membrane cellulaire qui s'invagine, qui se referme autour de lui, et il entre dans la cellule. Et ce petit compartiment intracellulaire, tout petit, il va se modifier progressivement, il va s'acidifier, et ça va permettre ensuite la libération du virus et les étapes suivantes, j'en parle dans les détails. L'hydroxychloroquine empêche l'acidification, et donc sur ce plan bloque la pénétration et l'infection virale. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que ce qu'on sait, c'est que le virus, en fait, il a deux façons d'entrer. C'est une façon schématique, il a deux clés. Il y a deux serrures et il est capable d'ouvrir les deux serrures. Et la chloroquine, elle bloque une serrure et pas l'autre. Donc on sait très bien que dans les lignées cellulaires, et c'est vrai chez in vivo au niveau des cellules de la gorge, du nez, du poumon, etc., il y a les deux serrures. Donc même si on en bloque une avec la chloroquine, il y a toujours l'autre. Et donc la chloroquine n'a aucune efficacité. C'est maintenant complètement clair. Ça a été démontré de tas de manières au cours de ces derniers mois. Faut-il une dose de rappel pour une personne ayant un schéma vaccinal complet, 2 doses plus Covid ultérieurement? Si le Covid ultérieur n'est pas survenu très tôt après la seconde dose, donc si c'est à distance, on peut considérer que cette personne a l'équivalent d'un rappel et pour l'instant n'a pas besoin de nouvelle vaccination.
Alors, c'est une remarque-question sur le fait que l'OMS est contre la vaccination des jeunes, alors qu'elle préconise plutôt de vacciner les personnes au niveau mondial. Pourquoi le faire en France ? Alors, on vaccine les 12-17. C'est la question de la disponibilité des doses. C'est sûr qu'actuellement, il y a à peu près 45% de la population mondiale qui est vaccinée et de façon très inégalitaire. En Afrique, le taux de vaccination est malheureusement très très faible. Mais est-ce qu'il faut opposer ces vaccinations ? C'est plus compliqué que cela. Parce que c'est les doses de vaccins, pour qu'elles puissent être administrées dans les pays à ressources limitées, il faut non seulement du vaccin, évidemment, il faut les transporter, il faut des chaînes du froid, il faut des personnes pour vacciner. Donc c'est tout cet effort qu'il faut faire, pas que les doses de vaccin. Cela dit, il faut faire ces efforts. C'est notre intérêt bien compris que la population mondiale se vaccine, parce que ça évitera les risques de nouveaux variants. Et puis évidemment, il y a la question éthique. Mais il ne faut pas imaginer que si on n'avait pas vacciné en France les adolescents ou en Europe, ça aurait changé quoi que ce soit, parce que ces doses de vaccins, elles sont là et elles ne sont pas pour l'instant très facilement transportables dans les pays du tiers-monde. Donc il ne faut pas opposer, de mon point de vue, ces deux stratégies. Il faut les mettre en place simultanément et accentuer les efforts pour favoriser la vaccination dans les pays pauvres, ce qui veut dire à la fois la levée des brevets, ce que malheureusement l'Organisation mondiale du commerce n'a pas fait, malgré la proposition de la France et des États-Unis, mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne s'y opposent, par exemple. C'est regrettable, de mon point de vue, mais il faut savoir qu'au-delà des aspects juridico-politiques, il faut aussi monter des usines de production, il faut former des personnes pour produire ces vaccins, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, du chêne, du froid, des frigos, des congélateurs. Dans les pays pauvres, c'est pas si simple, ça veut dire de l'électricité fiable, etc. Et des personnes qui vaccinent. Donc tout ça, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, mais il faut accentuer ces efforts, c'est clair. Alors, on va prendre deux dernières questions. Les laboratoires font leur étude et rappellent sur le taux d'anticorps. Or, vous nous dites qu'il n'existe pas de corrélation avec la protection. Alors, ils font aussi des études, enfin, c'est pas forcément les laboratoires, en l'occurrence, ce sont des médecins et des scientifiques. Dans le pays qui a commencé le premier les rappels, c'est ceux qui ont commencé les premiers la vaccination tout court, sont les Israéliens. Il y a des premières données, mais évidemment, elles sont forcément encore préliminaires, puisque le moment où les rappels ont commencé sont très récents, mais il y a les premières publications scientifiques qui montrent qu'à côté des titres d'anticorps dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le mois qui suit le rappel, le risque de développer une infection sévère est diminué d'un facteur 20, on n'était déjà pas très fort, mais c'est encore 20 fois moins, et le risque de développer une infection tout court est diminué d'un facteur 10. Donc on a les toutes premières données, évidemment c'est préliminaire parce que c'est le début, mais ces données vont s'ajouter les unes aux autres dans les mois qui viennent, pour nous indiquer que très probablement, comme ces données-là l'indiquent, le suggèrent, dans tous les cas au minimum, que le rappel est efficace, non seulement parce qu'il fait produire des anticorps, donc je suis d'accord qu'à l'échelle individuelle, cela n'est pas la garantie d'efficacité, mais on observe qu'il y a beaucoup moins de cas. Un personnel de santé sans facteur de risque qui a fait le Covid et qui a eu une dose de vaccin, doit-il avoir la dose de rappel ? 6 mois après la dose, oui, parce que ça le mettra encore mieux à l'abri et vu le fait que les professionnels de santé sont plus exposés que la population générale, c'est raisonnable de leur proposer cette protection. Merci beaucoup. Et juste, donc, une personne insiste pour savoir s'il y aura une retranscription. Ce live est enregistré, donc vous pourrez le retrouver plus tard. Très bien, ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur Fischer, pour l'ensemble des réponses que vous avez pu apporter. On voit qu'elles restent nombreuses. Oui. Au stade de la vaccination. En tout cas, merci. Je pense que vous avez clarifié un certain nombre de points sur les besoins de rappel. Et donc, on pourra nous aussi utiliser ces informations pour les repréciser au niveau régional. Puis voilà, aussi des questions extrêmement techniques et pointues de la part de vos collègues. Et voilà, je pense que ce webinaire aura de nouveau été très utile. Donc, merci encore de votre disponibilité. Merci à vous. Et c'est absolument légitime que les gens se posent les questions. Je pense qu'il est naturel, 1, de poser des questions et 2, d'essayer d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.